l'idée, c'est de poursuivre un petit peu sur les platinoïdes et ces petites problématiques de recyclage de niche. Voilà, donc rapidement, le palladium, c'est un métal précieux. Principale application, c'est la catalyse automobile, des pollutions, catalyse d'oxydation, mais on trouve aussi des utilités industrielles, notamment en, hop, je vous trouve un petit pointeur, en électronique et en procédés chimiques, en catalyse. Et donc, de ce côté-là, on les trouve soit en pétrochimie, en chimie de spécialité, en chimie fine, avec pas mal de réactions d'hydrogénation. Donc, un métal important pour notre économie, avec ces niches dont on va parler, catalyse et électronique. Je passe très brièvement, à la limite, je pourrais sauter sur cette problématique de métaux critiques et stratégiques. En plus, les données sont un peu vieilles, mais finalement, c'est pas un problème nouveau. Ça fait un certain temps qu'on travaille dessus. Et vous voyez, le palladium, il est là avec les métaux du groupe du platine. Ils sont bien colorés. En orange et en rouge, ce qu'on retrouve dans les analyses régulières faites par l'Union européenne, où ces métaux du groupe du platine, donc ils sont tous traités ensemble. Ils se promènent quand même toujours ici avec une importance économique assez élevée et puis un risque d'approvisionnement plus ou moins fort, ça dépend des années. Bon, en ce moment, il est plutôt en train un peu de remonter. C'est dû essentiellement au fait que l'un des deux principaux fournisseurs de palladium, c'est la Russie. Donc, moi, je ne vois pas sur mon écran parce que j'ai une petite vignette. Je ne sais pas si vous voyez complètement à droite. Mais, donc, la Russie, en 2022 puis 2023, elle est plus comptabilisée. Et puis, donc, on dépend essentiellement de l'Afrique du Sud. Et puis, problème supplémentaire par rapport aux platines. Le palladium est un sous-produit de production du platine ou du nickel, donc il n'y a pas de mine spécifique du palladium. On va toujours dépendre de ces métaux-là, donc forcément, on retombe dans des problématiques assez classiques pour d'autres éléments où le cours de cet élément-là va dépendre des métaux principaux qui sont extraits. Alors du coup, ça c'est un peu la tarte à la crème. On va chercher ces métaux-là dans d'autres ressources. Et la fameuse ressource qu'on met tout le temps en avant, c'est la mine urbaine, avec nos déchets électroniques, nos ordinateurs. Là, je vous ai mis un exemple qui est très très appealing avec des teneurs exceptionnelles en argent, en or et en palladium, parce qu'il n'y a pas que du palladium dans toutes les parties d'un ordinateur. Même si c'est un peu vieux, même si c'est un peu baissé, ça reste quand même assez vrai. Et en tout état de cause, ça, Lenka l'a bien dit aussi, dans ces composants-là, vous pouvez avoir même 100 fois plus de métaux précieux que dans les minerais desquels ils sont extraits. Voilà, avec des ordres de grandeur, quand même des teneurs, hein, donc on retrouve ce qu'a dit Lenka, c'est dans les minerais, c'est quand même 2 ppm en moyenne pour le palladium, c'est vraiment pas énorme. Bon, par contre, la composition de tous ces déchets-là est beaucoup plus complexe que celle des minerais, où vous allez trouver quelques éléments chimiques toujours bien identifiés en composition généralement assez stable. Alors, on n'est pas les premiers à se pencher sur la question. Il y a des technos qui existent. Les déchets électriques, enfin, d'équipements électriques et électroniques sont régulièrement retraités en Europe, hein. Il ne faut pas dire qu'on ne sait pas quoi faire. Ça passe essentiellement par des procédés pyrométallurgiques que nous, on n'oppose pas aux procédés hydrométallurgiques. Ça marche très bien. Là, il y a Umicore, qui a une fonderie de cuivre en Belgique, qui récupérera tous vos déchets. Alors, ils vous les achèteront au prix du cuivre et de l'or, et puis c'est mieux si vous l'avez déjà mis en forme, que ce soit des cendres broyées à la bonne taille, hein. Ils sont quand même un peu exigeants parce qu'ils dominent le marché, mais ça marche. Ils récupèrent quasiment tous les métaux d'intérêt de ces déchets-là. Bon, c'est ce qu'ils prétendent, hein. Il y en a quand même quelques-uns qui partent toujours dans les laitiers quand même, hein, mais la plupart, donc en particulier des métaux précieux. Donc, on n'oppose pas cette pyrométallurgie à l'hydrométallurgie. Il y a quelques points qu'il faut garder en tête. C'est qu'il y a besoin de solutions complémentaires pour d'autres déchets qui ne sont pas forcément ces cartes électroniques-là. Donc, on discutera un petit peu d'autres types de déchets. Et puis, même si on est sur de la pyrométallurgie, ici, à la fin, il y a de l'hydro pour séparer, purifier les platinoïdes et le palladium. Donc finalement, il faut voir les deux comme étant complémentaires. Et on va voir un peu pourquoi, dans certains cas, même l'hydro peut être intéressant, on pense, hein.
Donc, on a fait un peu comme tout le monde au début, ça remonte à une dizaine d'années. On s'est dit, tiens, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans nos poubelles. Donc ça, c'est des cartes que j'ai récupérées dans nos poubelles à l'ICSM. Et puis, on les a démontées, on a pris des petits morceaux, et puis on s'est dit, tiens, on va trouver ce qu'il y a comme palladium dedans, parce que c'est ce qui est prétendu un petit peu partout. On les a mis 2 heures dans l'eau régale à 80 degrés, on n'a pas trouvé de palladium alors que ça s'est tiré des petits rapports des Nations Unies qu'on peut voir, alors que les gens, a priori, l'Oréal, ils aiment bien et c'est ce qu'ils utilisent dans certains pays pour récupérer tous ces éléments-là. Donc on s'est un peu creusé la tête, on a fait la biblio après avoir raté les manips, hein. C'est pas toujours dans ce sens-là que ça marche, mais là c'est un peu ce qu'on a fait. Et du coup, on a trouvé que le palladium, en fait, il est utilisé sous forme d'alliage avec l'argent dans certains composants bien spécifiques, qui sont des condensateurs céramiques multicouches. Vous avez ici des petits schémas, c'est-à-dire que vous avez ici une électrode conductrice qui est un alliage de palladium-argent avec ici un diélectrique qui est une céramique. Donc, on a pris une carte électronique, on a enlevé quelques petits condensateurs, on savait quoi chercher, on en a pris un, on l'a coupé en deux. En microscopie optique, on voit bien cette structure lamellaire. Et puis, si on regarde en microscopie électronique à balayage, on voit qu'effectivement, il y a des fines couches de palladium. Il y a aussi de l'argent. Alors, c'est en jaune ici, si vous arrivez à lire, bravo. Et puis, bah, forcément, quand il y a de l'argent, l'acide chlorique n'est pas forcément le meilleur réactif pour la mise en solution. En même temps, on a été amené à collaborer avec une PME vers Toulouse, là, Sovamep, PME du recyclage. Et quand on leur a dit ça, ça les étonnait pas. Eux, ils récupèrent des énormes condensateurs céramiques, là, comme ça, oui, ça fait presque 2 centimètres, qui sont gavés de palladium. Et puis, on les a regardés aussi, nous en ont fourni. Effectivement, on retrouve des électrodes, on retrouve le palladium, on retrouve de l'argent. La céramique, comme expliqué dans la littérature, c'est du titanate de barium. Bon, puis petite surprise, en plus, là, il y avait du bismuth, donc il y a un peu de bismuth, mais c'est essentiellement des alliages palladium-argent. On voit la colocalisation par microscopie électronique à balayage. Bon, ils nous ont dit, ouais, de toute façon, nous, ce qu'on fait, on utilise de l'acide nitrique, hein, ça marche bien pour traiter ces composants-là. Essayer acide chlorhydrique, ça marche pas. Voilà, donc alliage palladium-argent. Du coup, on a regardé un petit peu si on pouvait optimiser les paramètres de lixiviation sur ces MLCC. Donc, ça parle d'un lot de MLCC qu'ils nous ont fourni. On a regardé le rapport solide-liquide, la quantité d'acide, la concentration en acide. Je vais passer assez vite. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même que il faut 3 moles par litre de concentration pour bien dissoudre palladium-argent. Dès qu'on baisse un petit peu, on perd en rendement. Et puis, ce qui est assez bizarre, c'est que donc là, quand on augmente le volume de solution lixiviante, on perd aussi en rendement. Donc, il y a quand même des points qu'on ne comprend pas forcément pour la mise en solution. Toujours est-il qu'en bossant avec un ratio solide-liquide de à peu près 100 grammes par litre, avec du nitrique 3 molaires à 80 degrés, on a une mise en solution du palladium qui est quantitative, et puis on arrive avec une solution de lixiviation qui contient palladium-argent. Donc là, on a entre un bon gramme par litre de palladium, et puis forcément, on retrouve le titanate de barium, le bismuth, du plomb, et puis pas trop d'autres éléments. Solution relativement propre. Alors, du coup, on a étudié d'autres types de déchets qui sont des circuits imprimés sur céramique un peu particuliers, qu'ils ont récupérés là, je ne sais pas où. Et on a un peu la même chose, c'est-à-dire que sur céramique, vous avez des petits points où on retrouve des alliages argent-palladium. Donc ça a l'air d'être assez couramment utilisé en électronique. Et on se retrouve donc toujours avec cette problématique finalement de cette composition métallique pour le palladium à valoriser. Donc là encore, ça marche bien d'utiliser de l'acide nitrique. Et puis on a une autre solution là qui est beaucoup plus diluée quand même, argent, palladium, et puis bon, parfois on a quand même de l'étain aussi. Donc l'étain, quand il y a des soudures, hein, je ne sais pas si on les voit bien, vient un peu nous gêner, il y a une problématique étain à traiter. Voilà, donc dans tous les cas, solution, base acide nitrique, palladium, argent, et puis profil variable d'impureté. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que on pense que ce sont des déchets pour lesquels l'hydrométallurgie est particulièrement adaptée, pour 2 raisons. Le métal est quand même particulièrement accessible, hein. Ces trucs-là, on les balance direct dans un gros seau d'acide nitrique, hein. Il n'y a pas de broyage. Les condensateurs, on peut les broyer, c'est pas très compliqué.
Puis dans tous les cas, il y a beaucoup de céramique, donc ça va finir en laitier dans les procédés pyro. Et c'est pas bon. Autant les cartes électroniques, là, les printed circuit boards, c'est intéressant parce que vous avez une partie organique, la résine époxy, qui quand elle brûle va alimenter le four. Et donc les industriels comme Umicore sont contents d'en mettre un peu parce que ça les aide. Mais après, si on en met trop, parce qu'il y a aussi de la fibre de verre, et puis si on rajoute des céramiques, ils ne vont quand même pas être super contents parce que ça fait quand même beaucoup plus de laitier. Donc il faut se débarrasser. Voilà, donc là, il faut s'en débarrasser aussi, mais au moins ça pose pas plus de problèmes que ça. Donc le plus simple, hein, ce qui est fait, c'est de manière traditionnelle, vous précipitez l'argent avec des chlorures, ça marche bien, et puis vous précipitez le palladium avec du diméthylglyoxine. Je vous ai mis la structure là. Là, j'ai rien inventé. Ça, c'est une solution technique qui a presque 100 ans. Bon, il y a toujours des problèmes, hein. Alors déjà, la filtration n'est pas si facile que ça. Je ne sais pas si vous avez essayé de filtrer un précipité de palladium DMG, ça colle un peu, quoi. Et puis en plus, bah, après, pour récupérer le palladium sous forme de métal, il va falloir brûler le complexe palladium DMG. Ils trouvent ça cher. Alors effectivement, si on l'achète chez Aldrich pour 100 grammes de DMG, il faut 62 euros. Alors, c'est pour vous donner quand même une ordre d'idée des prix dans le secteur du recyclage, hein. Le palladium, en ce moment, il est à peu près à 30 euros le gramme. Le complexe, c'est un pour un, donc je pense qu'il faut donner à peu près la même masse de DMG que de palladium pour faire un complexe. Là, vous avez quand même quelque chose qui est nettement moins cher, mais ça reste trop cher. Alors, les alternatives auxquelles on peut réfléchir, l'électrodéposition directe, alors c'est pas notre domaine, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus, c'est quand même un peu compliqué quand il y a pas mal de métaux comme ça en solution. Et puis, extraction solvant, donc ça peut être une technique qui est compliquée, mais on récupère les réactifs, et puis bah, c'est pas mal parce que si vous regardez les solutions de lixiviation, il y a quand même pas que du palladium et de l'argent, on peut avoir des solutions relativement compliquées. Et bah, ça tombe bien parce qu'on avait travaillé dessus dans le cadre du retraitement du combustible nucléaire, où le palladium pose d'autres problèmes. C'est un métal intéressant qu'on trouve un peu partout. Et puis, bah, du coup, on a adapté un petit peu ce qu'on avait fait au nucléaire. Et en partant de ces petits condensateurs céramiques, on a montré qu'on pouvait faire cette lixiviation acide nitrique, et puis extraction, contre-extraction. Derrière, on récupère par précipitation un sel de dichlorodimine palladium 2. Ça marche bien. On l'a fait. Bon, ça, c'est le sel que j'ai récupéré sur un support pour DRX. Donc, je n'en ai pas récupéré des kilos, hein, parce que c'est quand même pas très, très concentré. Mais ça marche. On est allé jusqu'au bout et on peut récupérer le solvant d'extraction et le remettre dans un petit cycle. On a utilisé un diamide, le diméthyl dibutyl tétradécylmalonamide, DMDB-TDMA, qui est un nom un petit peu long. Pourquoi celui-là? Bah parce qu'il a été développé, utilisé pour le retraitement du cycle du combustible nucléaire, notamment pour la séparation actinide 3, lanthanide 3. Donc le CEA, principalement le CEA Marcoule, on avait quelques kilos qu'ils avaient utilisés pour aller jusqu'au stade pilote d'une séparation poussée des actinides mineurs. Ces travaux-là, si vous voulez, on les a publiés un peu en détail. Vous voyez que ça nous a pris quand même un petit temps entre la preuve de concept et puis le procédé final. L'article Hydrométallurgie 2020, c'est celui où on est arrivé jusqu'à notre sel de palladium. Bon, alors DMDB TDMA, le CEA en avait, mais bon, il est fabriqué synthèse à façon. C'est cette molécule-là, c'est pas si évident que ça. On a trouvé d'autres extractants qui avaient été étudiés dans la littérature, notamment des sulfoxydes, là, bis 2-éthylexyle sulfoxyde. C'est pas si donné que ça, et puis ça reste cher aussi. Donc finalement, quand on veut travailler en milieu acide nitrique, on est un peu limité, et tous les extractants bah, les types Cyanex, dont Encar a parlé, diokylsulfure qui existaient, ils ont tous été développés pour le milieu chlorure. Et il n'y avait pas grand-chose en milieu nitrate. Donc on s'est dit que les malonamides, c'était peut-être pas forcément une mauvaise idée. Et puis si on réfléchit au diméthyl, dibutyl, pour le combustible nucléaire, bah, il avait vraiment été optimisé pour cette étape de séparation des actinides mineurs dont je vous ai parlé, quoi. Et ce qui était important pour cette étape-là, c'était la stabilisation des cations de valence 3 en phase organique. Et il y avait besoin d'auto-organisation dans le solvant. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie beaucoup à Marcoule. Il y a des équipes qui font ça très bien. Et par contre, nous, on a montré que pour le palladium, on n'avait pas besoin de cette organisation. On avait juste besoin de la structure diamide qui coordonne très bien le palladium. C'est un bon chélateur du palladium 2. Euh, et du coup, ben, si on raisonne en termes de structure,
entre le DB, DMDB, TDMA, qui a cette tête-là, qui ressemble bien à un amphiphylle, qui va bien s'organiser, faire des micelles inverses en phase organique, donc qui va être bon pour les cations plus 3, et puis un diamide qui pourrait être plus simple ici, qui n'a pas une bonne tête d'amphiphylle, mais qui aura toujours la même tête complexante. On peut se dire que celui-là, qui est plus facile à faire, il ne devrait pas être sujet à l'agrégation en phase organique. Il devrait avoir une moins bonne affinité pour les cations plus 3, et puis du coup mieux marcher, enfin aussi bien marcher pour le palladium. Donc, bah, on l'a fabriqué. C'est pas très compliqué, c'est pas de la synthèse de haute volée. Voilà, c'est bon rendement, bonne pureté. Le DMDB-TDMA, bah, comme je vous ai dit, on en avait un peu quand même, synthèse à façon, maintenant on n'en a plus. Désolé. Et pour la relation structure-activité, on a fait un autre diamide ici avec une chaîne tétradécyl centrale ici, mais 2 méthyl ici. Ça nous a permis de faire une petite relation structure-activité très très simple sur ce type d'extractant-là. Donc, qu'est-ce qu'on a en rendement d'extraction sur une solution multimétallique, palladium, néodyme, fer? On voit un peu comme si on s'y attendait, que quand on a une chaîne centrale, on va co-extraire du néodyme, du fer, ça dépend de l'acidité, et puis plus la tête polaire, enfin moins la tête polaire est encombrée, donc là on a tétraméthyle, plus on va extraire ces cations plus 3. Alors, en fait, c'est vraiment ici, moins on encombre la tête polaire, mieux plus on a un bel amphiphylle et mieux ça marche pour les plus 3. Par contre, si on enlève la chaîne centrale, ben là, on marche très bien pour le palladium, on ne marche pas du tout pour les autres. Même si on regarde bien, les rendements sont un peu supérieurs. Effectivement, si on traduit les rendements en coefficient de distribution, on regarde d'un peu plus près, ça, on s'y attendait pas trop. On a quand même un net gain en coefficient de distribution. C'est-à-dire qu'on passe pour le DMDV-TDMA, simplifié en nombre, qui est à 2, un truc comme ça, à plus de 25 en coefficient de distribution. Donc, on a un diamide qui est plus sélectif, ça on s'y attendait, mais beaucoup plus efficace, ça c'est un peu la bonne surprise. Bon, par contre, à chaque fois qu'on a une bonne surprise, il y en a une mauvaise. Côté cinétique, on n'est pas bon. Et puis bah là, pour arriver à l'équilibre, 500 minutes, ça commence à être long. Ce qui peut être un peu gênant quand on veut aller un petit peu plus loin en termes de développement de procédé. Du coup, au bilan, si on regarde, on est meilleur en thermodynamique, mais on perd un facteur 30 quand même en cinétique. Petit résumé de la relation structure-activité que je vous ai faite, ça dépend effectivement de la chaîne centrale. Sans chaîne centrale, gain thermo, on perd en cinétique, et vice-versa avec chaîne centrale pour le palladium. Alors, l'extraction par solvant du palladium a quand même été pas mal étudiée, et le fait qu'elle puisse être lente n'est pas nouveau. Donc ça avait été bien vu. Là, c'est sur des amidoxines, si je dis pas pardon, des oxymes, pas des amidoxines, des oxymes en milieu chlorure. Et donc en milieu chlorure, bah, ils avaient bien vu que les cinétiques d'extraction pouvaient être lentes. Et puis, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté de la trioxylamine, donc une amine tertiaire qui se protonne et permet d'agir comme agent de transfert de phase et accélérer les cinétiques. C'est un effet purement cinétique. Donc on s'est dit, bah, ça n'a pas été étudié en milieu nitrate, mais on va faire la même chose, c'est pas très compliqué. Et puis en plus, si on regarde la synthèse du tétrahexylmalonamide, bah, on a cette amine secondaire ici qui intervient. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe si on rajoute cette amine à notre extractant? Est-ce que ça va pas pouvoir accélérer les cinétiques? Donc on a rajouté à une masse connue de tétrahexylmalonamide, petite quantité de diexylamine, et on a regardé ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on voit? D'un point de vue thermo, au bout de 24 heures, on ne change pas les coefficients de distribution. Et puis gentiment, par ajout de THA, on voit que le coefficient de distribution, au bout d'une heure, augmente. Même résultat thermodynamique, on améliore. Donc on a un bénéfice essentiellement d'origine cinétique. Du coup, on s'est dit, ben, ça sert même à rien qu'on purifie bien le tétrahexylmalonamide. On a pris du tétrahexylmalonamide brut, on a rajouté juste un petit excès de diexylamide en le préparant, et puis on prend ce truc-là brut, boum, et puis au bout d'une heure d'extraction, bah, le coefficient de distribution, ici, 34, c'est vraiment la marge d'erreur, hein, il est du même ordre de grandeur que le truc pur au bout de 24 heures. Donc, on n'a plus de problème cinétique. Et puis, en plus, on a un produit qui est quand même très simple à préparer. C'est-à-dire qu'on mélange, on chauffe, et puis derrière, hop, zut,
on utilise ça. Là, on est dans le saut vaisseau, donc, coupe aromatique, mais on peut utiliser ça dans le dodécane aussi. Avec de l'octanol, ça marche aussi. Donc, on s'est fait une petite estimation de coût pour voir quand même où on était avant de se dire que c'était bien, parce que recyclage sont assez sensibles au coût. Donc, en termes de coût matière, on est ça c'est des estimations pour un an, un peu plus d'un an, 164 € du kilo. C'est pas déraisonnable. Si vous regardez pour les mêmes échelles, si vous achetez du TBP, qui est l'extractant universel du cycle du combustible nucléaire et des terres rares, 65 € du kilo, même échelle. Et puis le dioxyde sulfure, qui est l'extractant choisi pour raffiner les métaux du groupe du platine, en milieu chlorure, on est à 1000 € du kilo. Donc, on dit on n'est pas idiot. Donc, on est retourné un peu voir les industriels. On dit, ouais, on a une meilleure solution que DMDB, TDMA. On dit, ouais, c'est bien, c'est ok, ça reste un peu compliqué au truc. Et puis, vous avez du palladium métallique à la fin. Ah bah non, on a un sel. Quand on a un sel, on n'est pas arrivé. Donc, si vous voulez le métal, ça marche aussi pour le platine, Hervé. Il faut le traiter, donc à 1000 degrés. Ça devient de l'éponge de palladium, qui est la matière première qui s'échange généralement sur le marché des métaux précieux. Et ensuite, cette éponge-là, vous pouvez la raffiner par électroraffinage pour avoir des petits lingots de palladium. Donc, c'est compliqué. Et puis, en plus, on ne va pas forcément mettre en œuvre toute une chaîne de procédés sur ces déchets parce que si vous regardez, faire 20 kg de palladium ou 1 litre de palladium, ça fait 20 kg. Quand même énormément de déchets en face, donc pas sûr qu'on puisse mettre le flux de déchets en face. Est-ce que ça vaut le coup de faire un investissement? Si jamais vous le faites, que vous avez cette petite brique de lait qui vaut 20 kilos, vous faites quoi, 30 000 € du kilo, ça fait quand même assez cher. Vous avez un problème de sécurité, risque de vous arriver la même chose que les joueurs de foot du PSG. Là, si vous regardez, c'était l'équipe, je ne sais pas quand les joueurs de foot du PSG disaient moi j'ai un match à Marseille, par exemple, bah, ils se faisaient cambrioler chez eux. Donc, pareil, si je dis je raffine du palladium dans mon garage, vous allez trouver mon adresse sur l'annuaire et vous allez venir me vider mon garage. Bon, en ce moment, j'ai pas de palladium, hein, j'ai une centaine de kilos de courge et que mes filles vont bouffer, donc si vous voulez les piquer, il n'y a pas de problème. Du coup, mettre tout ça en place et aller jusqu'au raffinage du palladium pour un petit marché de niche, ça vaut pas forcément le coup. Et puis ensuite, si on regarde à quoi ça sert le palladium, l'éponge de palladium, bon, on peut en faire des lingots pour faire des bijoux, mais si on la reprend, on la retraite dans l'acide nitrique avec de l'acide acétique, on va faire de l'acétate de palladium 2, qui est l'intermédiaire sel de palladium 2, qui va servir pour la préparation de tous les catalyseurs. Donc finalement, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup de faire un truc hyper compliqué, de retourner au palladium métal pour refaire un palladium 2, pour aller faire des applications classiques, alors qu'ici, on a déjà un sel de palladium 2. Donc, on s'est dit, plutôt que de chercher à faire du palladium pur, on pourrait avoir une solution de palladium 2 qu'on pourrait utiliser directement en catalyse. Deux gains. Le premier, on n'a pas à faire tout ce cycle-là derrière. Et puis le deuxième, vous pouvez toujours venir au labo nous piquer une solution micellaire de palladium 2. Vous aurez du mal à la revendre à un bijoutier, par exemple. Donc, on a fait ça, on a développé ça avec Christine Contino-Pépin de l'Université d'Avignon et puis Frédéric Biel à Strasbourg qui nous a fait des tests catalytiques. La difficulté, c'était de faire une extraction liquide-liquide avec un tensioactif. On a trouvé, c'est Christine qui a trouvé, c'est-à-dire qu'ils ont des petits tensioactifs maison à Avignon. Si vous secouez les deux phases, ils ne moussent pas. Donc ça arrive que les tensioactifs ne moussent pas. Et puis en plus, ils stabilisent très bien le palladium en phase aqueuse. Ça marche bien. Et ces solutions-là, on les utiliser dans des couplages classiques en catalyse homogène. Alors, c'est bien, mais je vous ai dit catalyse, palladium, les principales applications, c'est l'hydrogénation, c'est de la catalyse hétérogène. Donc, du coup, on s'est dit, on va essayer de transposer ce concept-là à la préparation de catalyseurs supportés. Et du coup, on est toujours parti des mêmes MLCC pour faire des catalyseurs supportés. Et puis, on s'est dit, on va faire ça directement à partir de la solution de lixiviation, là. Donc les MLCC broyés, lixiviation, on filtre du résidu de céramique, et puis cette solution-là, on imprègne un support aluminique, on filtre, et on a notre catalyseur. C'est pas mal. On a testé ça dans un premier temps sur l'oxydation du méthane, qui est une très bonne réaction modèle de tout ce qui se passe dans les pots d'échappement. Et puis on a des activités qui sont pas fabuleuses, mais qui sont quand même pas si mauvaises que ça. C'est-à-dire qu'en rouge, ici, vous avez un catalyseur commercial. Avec notre solution là, il n'y a quasiment pas de traitement. C'est juste en ajustant le pH de dépôt ici.
on arrive à 100% de rendement de la réaction. On décale juste le T1,5, c'est la température de demi-réaction. Donc, on a un catalyseur qui marche, juste un peu moins actif. Premier catalyseur hétérogène qu'on a fabriqué ici à partir de déchets. Premier catalyseur d'ailleurs hétérogène tout court de palladium préparé à partir de déchets qu'on a publié l'année dernière. Alors bon, c'est pas mal, mais l'oxydation du méthane, c'est une réaction qui marche quand même assez bien en catalyse au palladium. On a eu besoin quand même de purifier un petit peu, de la pousser, et puis du coup, on a remis un petit peu d'extraction liquide-liquide ici. Donc, on extrait notre palladium, hein, toujours avec les mêmes extractants, et puis on imprègne cette fois-ci à partir de la phase organique. Le palladium va sur l'alumine et on se retrouve avec un catalyseur ici, palladium sur alumine. Je crois que j'ai des petites photos. Ça marche à ça. Donc, ça, c'est une imprégnation phase organe. Une jolie poudre jaune canari. C'est assez marrant. Ça prend une super couleur quand c'est sur alumine. Et puis, après traitement thermique et réduction, on a des superbes nanoparticules de palladium qui font 3-4 nanomètres, qui sont bien déposées sur la ciste. Donc, on a vraiment un très beau catalyseur. Et du coup, là, l'activité oxydation du méthane, c'est excellent. C'est la même chose que le catalyseur commercial. Et puis, pour les réactions d'hydrogénation, on en a où ça marche très bien. Par exemple, des hydrogénations en phase liquide, hydrogénation d'alcène. Et puis, dans d'autres réactions, ça marche pas mal. Il faut encore un petit peu qu'on optimise la préparation. Mais on est en train de diversifier le spectre des réactions d'hydrogénation pour lesquelles ça marche. Voilà, donc on en arrive à la fin. Donc l'idée, c'est que on a fait quelques petits pas pour améliorer un petit peu le recyclage du palladium dans ces niches de céramique qui contiennent du palladium allié avec de l'argent. La difficulté, c'est vraiment de trouver tout l'enchaînement hydrométallurgique de A à Z, lixiviation, quel degré de purification, jusqu'où on va. Quand même pas négliger les dernières étapes, tout ce qui est aller jusqu'à la purification à l'isolation, l'isolement, pardon, je vais y arriver. Parce que donc là, c'est assez facile, tu vois, les études de séparation liquide-liquide qu'on a fait au début, mais quand on va aller jusqu'au bout, on voit qu'on a quand même encore pas mal de choses à faire. Et finalement, en bossant sur des niches, on a bien établi une preuve de concept que ça peut être intéressant de travailler vraiment la fin matière sur ces niches et d'aller jusqu'à une valorisation directe du palladium récupéré. Et là, on travaille vraiment sur ces perspectives. Et je pense que c'est important pour l'hydrométallurgie de niche, pour revenir au titre du webinaire, de travailler sur ces concepts, recyclage, application. C'est fermer la boucle. C'est exactement ce que l'ENCA nous a présenté dans la présentation précédente avec le platine des piles à combustible. Donc là, voilà, il faut qu'on étaye bien cette preuve de concept en catalyse hétérogène pour des réactions hydrogénation. Et puis là, ce qu'on est en train de faire maintenant que ça marche bien, c'est faire une bonne étude technico-économique avec une analyse de cycle de vie, donc en association avec les utilisateurs. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre de notre projet ANR. Voilà, donc quelques articles aussi, un peu de pub. Pendant le Covid, on a eu le temps de dessiner une couverture pour Chem et donc le projet ANR qui résume un peu tout cet enchaînement dans lequel on travaille. Voilà, donc pour finir, je voudrais remercier quand même les personnes qui ont travaillé sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de résultats. Premier à triturer les méninges là-dessus, c'est Rémi Poirot qui a fait toute cette étude des facteurs qui expliquent la bonne affinité des malonamides pour le palladium. Ensuite, la transposition à la récupération des D3E, c'est Régis Mastretta. Ali Moussaoui il a travaillé sur le tétrahexylmalonamide. La partie catalyse, Michael Martin-Romoy Morales qui a soutenu sa thèse l'année dernière, et puis Anthony Brunet-Manca dans le cadre de l'ANR. Tout ça, c'était du temps où Daniel Meyer était responsable de l'équipe, donc merci à lui pour avoir permis l'initiation de ces travaux. Valentin Pierre qui a travaillé ici sur la mise en solution du palladium dans les céramiques, qui maintenant travaille chez Sovamep, l'entreprise avec qui on collabore depuis le début. Et puis Christine Contino-Pépin et son équipe, notamment Valentin Lacano, qui était en co-direction de thèse entre cette équipe et la nôtre, qui a été à l'initiative de toute cette thématique sur la valorisation en catalyse, et avec qui on essaye de continuer toujours sur ce domaine-là, parce que c'est pas forcément facile de trouver des sous. Donc merci à ceux qui nous ont supportés, l'ANR, CNRS-CEA, SOVAMEP, la région, Saint-Gobain qui a financé une partie de la thèse de Michael. Et bien sûr, merci à vous pour votre attention. S'il y a des questions, je suis prêt.
Niveau timing, je ne sais pas si je suis bon, j'ai absolument pas regardé. C'est pas Mais grave, moi non plus. Emmanuel qui me modère, du coup, m'aurait C'est bon, trouvé. Damien. Ok, bah super, merci. Alors, du coup, je ne sais pas où est le chat. Ouais, je vais te donner les questions. Il y a un certain nombre de questions qui sont apparues. Bon, d'abord, merci beaucoup, Damien. C'était effectivement une présentation riche. On voit qu'il y a plusieurs années de travail. Première question d'Hervé Mur. Peut-on lixivier le palladium avec un autre acide que l'acide nitrique? Acide plus oxydant? Point d'interrogation. Oui, avec HCl plus Cl2. C'est ce qui est fait à la mine, couramment. Un autre oxydant, alors, ce qui était intéressant dans ce qu'a présenté Lenka, c'est que effectivement, c'était HCl plus oxygénée. Elle était sur des nanoparticules. Là, on est sur du massif, donc c'est quand même beaucoup plus difficile à mettre en solution. Alors, je ne sais pas s'il est encore là, Lenka, mais on pourra en discuter. Je ne suis pas sûr Si, si. qu'HClH2O2, ça marche bien pour du platine massif, hein. Je ne sais Non, pas si tu as la réponse. j'ai essayé, non. J'ai essayé sur un filament et c'était pas ça. Voilà. Donc, c'est quand même assez réfractaire. C'est des métaux qui sont difficiles à mettre en solution. Euh, donc, je suis désolé. En plus, le cycle du combustible, on travaille ici à Marco beaucoup avec le nitrique. Donc, à force, on l'aime bien. C'est pas l'acide idéal. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de diminuer la quantité d'acide nitrique. C'est-à-dire qu'on peut le supplémenter avec du sulfurique. Le sulfonitrique, c'est quand même assez couramment utilisé. Bon, après, on se retrouve, nous, avec des problèmes en catalyse, parce que la catalyse n'aime pas le soufre. Donc, voilà. Mais honnêtement, méthode alternative de mise en solution du palladium, on travaille dessus. On a des idées, mais c'est pas évident. Il y a une autre question. Est-ce qu'il est envisageable de séparer les MLCC dans une montagne de D3E pour monter un projet? Question de Benoît Ilmejan. Alors, c'est une super question et c'est un réel problème du traitement physique de ce flux de déchets. Alors, les MLCC qui nous sont fournis, ils sont déjà séparés d'une montagne de déchets et c'est du tri manuel. À Sauvamep, ils ont des opérateurs, dont un opérateur qui a et quand même, l'intelligence naturelle est quand même assez exceptionnelle. Vous lui montrez n'importe quelle carte électronique, il vous la met dans 9 bacs et il vous dit ça, ça contient ça, 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 ça. Et puis parfois, quand c'est pertinent, là, c'est ce qu'il fait. Alors, je crois que c'est des cartes électroniques issues de l'aéronautique, je ne pourrais pas dire de bêtises. Il prend son marteau, son tournevis, et puis pouf, il fait sauter ses condensateurs. Donc, ces condensateurs sont sur des cartes. Pour l'instant, c'est du tri manuel. Euh, si vous arrivez à automatiser ça, il y a des quand même des approches hein, sur Alors là, on est sur les cartes, on n'est plus sur des 3E, on est sur les cartes. Donc sur les cartes, il y a des approches avec des dessoudures soit chimiques, soit thermiques. Et ensuite, on se retrouve avec les composants et avec des méthodes de tri de composants. Ça passe sur des tapis avec des détections soit simplement optiques, soit même par fluorescence X. Et puis derrière, soit des petits bras qui viennent avec des petites ventouses où choper les composants, soit des petites busses d'air qui les font sauter à droite, à gauche. Ça, c'est en train de travailler, c'est en train d'être mis en place. C'est quand même un réel challenge. Et là, c'est compliqué parce que, effectivement, si vous regardez les cartes électroniques que j'ai montrées, elles sont très, très hétérogènes, très variables. Les trucs, c'est super bien accroché, hein. Quand votre téléphone il tombe par terre, vous n'avez pas envie que les composants ils se démontent et ça soit comme du Lego que vous démontez facilement. Donc, forcément, les gens qui recyclent derrière, ils ont ces problèmes-là. Mais gros challenge hein, sur le retraitement des déchets électroniques. Alors, il y a une autre question, mais je pense que c'est dans la même veine. Tu en as donné la réponse, mais peut-être que tu vas préciser. Qu'envisagez-vous industriellement comme technique pour dessouder les MLCC des cartes électroniques et les séparer des autres composants électroniques? Donc, question de Fanny Lambert. Alors, bonne question. Alors, effectivement, j'ai en partie répondu. Pour l'instant, les déchets sur lesquels on travaille, il y a deux types de déchets. Donc, les MLCC, c'est du dessoudage manuel marteau-tournevis. Et puis, les céramiques, les circuits imprimés sur céramique, il n'y a pas de dessoudage. Donc, du coup, on se retrouve à. En fait, là, alors, je sais pas si c'est bien vu sur les photos, c'est plutôt des espèces de circuits imprimés palladium argent. Je sais pas ce que c'est ces trucs, hein, si quelqu'un a une idée, je prends. C'est assez marrant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que sur les MLCC, nous, on a eu vraiment du mal à trouver l'info sur le fait alliage palladium argent, pourquoi est-ce qu'on utilise ça.
Et vous discutez avec des gens de l'électronique, ils ne le publient même pas, c'est évident pour eux, quoi. C'est pareil, le bismuth pour l'électronique de puissance, c'est normal. Voilà. Bon, bref, donc je vais faire la parenthèse. Donc sur ces petits circuits céramiques, c'est en surface des alliages palladium-argent qui sont imprimés, donc c'est en surface. Hop, il n'y a pas besoin de tri, de broyage, de dessouder. Par contre, on est tributaire de la quantité d'étain. C'est pour ça que j'ai mis que c'était variable. Et l'étain a un comportement assez rigolo en milieu acide nitrique. Je ne l'ai pas détaillé, mais c'est dans la publique qu'on a sorti en 2020. Si on attend un petit peu la solution de l'exciviation, on a du SNO2 qui décante tout doucement. Et puis finalement, l'étain sort de la solution. Donc, on a finalement une technique qu'on pourrait envisager. Alors, moi, je ne travaille pas, enfin, j'ai un peu regardé, mais on va dire même nous, dans l'équipe, on ne travaille pas trop là-dessus. Il y a des gens qui ont regardé la dessoudure à l'acide nitrique pour recycler l'étain. Ça marche quand même pas mal. Et comme on est sur de l'acide nitrique dilué, on n'a pas trop de problématiques de gestion de NOx. Donc, ça peut être une piste. Super. Et donc, à ta connaissance, est-ce que c'est possible de substituer le palladium par d'autres métaux, exemple le nickel, dans les MLCC plus récents? Oui. Alors, en fait, c'est tout à fait possible. Donc, en électronique, on utilise essentiellement du nickel. Le nickel est nettement moins cher. Il a juste le problème qu'il va faire des composants qui sont plus gros et qui peuvent être moins stables parce que de ce que j'ai lu, alors c'est ce que j'ai lu hein, et ce que j'ai compris, il y a une problématique de diffusion du métal dans la céramique qui fait que parfois les condensateurs peuvent claquer. Et donc, le palladium, l'intérêt, c'est que vous avez une stabilité sur les cycles de charge-décharge du condensateur qui fait que l'électrode ne bouge pas. Donc, quand vous avez besoin de composants miniatures stables, genre, généralement, j'essaye dans les confs de récupérer les iPhones, ou dans l'électronique de puissance, vous allez encore utiliser plutôt palladium argent. Bien sûr, on s'améliore tous les jours et nous on le voit dans les déchets qu'on récupère. Il y a de plus en plus de condensateurs au nickel, de moins en moins au palladium. Et en fait, comme on le voit régulièrement, on s'approvisionne entre guillemets en faisant les poubelles. Et pour séparer les deux, les condensateurs au palladium des condensateurs au nickel, c'est très simple. Le nickel étant magnétique, on met un aimant, clouc, et puis, on prend des cartes, on les trempe un peu dans l'acide nitrique, les condensateurs, tout ça, ça saute assez facilement. Et puis, bah, on met un aimant, tous les condensateurs au nickel, ils viennent sur l'aimant. Et puis, bah, ce qui reste, généralement, il y a du palladium. Ça marche bien. Et ben, sur les dernières cartes, il y a tout qui venait sur l'aimant, quoi. Donc, bon, après, on a encore trouvé une ou deux cartes, il y en avait. Mais donc, on voit qu'effectivement, on s'améliore et qu'il y en a de moins en moins. Donc, je pense que cette problématique de substitution, enfin, c'est pas vraiment une substitution, c'est d'un besoin pour certaines performances du palladium, elle arrive quand même à être résolue sur la plupart des cas. Et c'est la Merci. problématique de travailler sur des déchets. C'est-à-dire que le flux là sur lequel on bosse, moi je ne peux pas vous dire dans 5 ans s'il existera encore. Et du coup, moi j'avais une question. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat si vous voulez en reposer, on a encore un petit peu de temps. Moi j'ai une question additionnelle, plus large, sur la partie marché de niche. Ce que tu montres finalement, c'est que c'est difficile d'être dans les procédés conventionnels et que pour aller mettre de la valeur, faut aller avoir un sortant qui sorte un petit peu du classique. Ta perception de ces sujets-là, de l'hydrométallurgie de niche, c'est d'aller plutôt sur des voies qui sont un peu moins conventionnelles dans le sens où derrière, tu vas pas faire un métal ou valoriser et plutôt valoriser quelque chose voilà, qui va avoir de l'intérêt pour un potentiel industriel. Après, la question associée à ça, c'est qui peut être à la fois recycleur et puis vendre, par exemple, le catalyseur. Alors, c'est une bonne question. Là, on est plus dans je dirais, le technico-économique. Si j'avais la bonne réponse, je serais déjà parti, j'aurais fait ma boîte, hein. Euh, on va être parfaitement honnête, hein. Ah, peut-être Euh, que tu as du palladium dans ton garage, hein, tu nous disais que euh, non, mais... non, j'ai des courges, je vous ai dit, j'ai plein de courges. Et mes filles en ont marre de bouffer de la soupe à la cour. Non, plus sérieusement, donc déjà, on essaye d'arriver jusqu'au bout de la preuve de concept. Le bout de la preuve de concept, elle ne s'arrête pas au catalyseur actif, elle va jusqu'au retraitement du catalyseur actif.
Parce que pour l'instant, un industriel, il achète un catalyseur au palladium, donc il achète des performances, et puis une fois qu'il a fini ses réactions, c'est-à-dire qu'une fois que son catalyseur s'est désactivé, son catalyseur, il ne le jette pas. Il le revend à quelqu'un qui peut, alors déjà le régénérer, c'est-à-dire en pétrochimie, les catalyseurs, ils vont faire plusieurs cycles d'utilisation, régénération, parce que souvent ils sont coqués par des dépôts de carbone. Donc régénération, on les décoque et ensuite on les resserve. Et puis à la fin, quand on n'arrive plus à les régénérer, ils vont être revendus à des gens qui vont les retraiter pour récupérer les métaux précieux. Avec du coup quand même un métier plus facile que ce qu'on fait, c'est qu'un catalyseur où il n'y a que du palladium, bah, il n'y a pas grand-chose à séparer, quoi. Palladium sur alumine, séparer du palladium de l'alumine, c'est pas très dur. Donc finalement, le recyclage des catalyseurs industriels est souvent possible, marche bien. Donc le catalyseur usé a une certaine valeur. Là, je suis en train d'arriver avec un catalyseur, tu as bien suivi, par exemple, il y a du bismuth dedans. Bah, ce bismuth, celui qui à la fin va recycler le catalyseur, est-ce que ça va lui poser problème ou pas? Donc il faut vraiment faire la preuve de concept jusqu'au bout. Donc c'est pas forcément évident. Après, niveau technico-économique, pour répondre à ta question quand même, qui pourrait être intéressé là-dedans? Une boîte du recyclage, type SOAMEP, pourrait être intéressée par étendre son domaine d'activité et ne pas vendre que des métaux, soit ils vendent des concentrés de métaux, soit ils vendent des métaux plus ou moins affinés, pour cette problématique de vol. Donc derrière, ça peut être un débouché intéressant à court terme pour eux, mais on en revient à la question que je viens d'évoquer là, c'est-à-dire tu vends une solution, alors que ça soit même du platine, hexachloroaminoplatine, une solution de dichlorodiamine palladium, une solution d'imprégnation de catalyseurs organiques, hein, tu peux vendre ça, il faut quand même trouver derrière le marché, c'est-à-dire la personne qui va vouloir acheter ça. Et c'est assez intéressant la situation française, c'est qu'en France, on n'a pas de producteurs de ces solutions-là, on n'a que des utilisateurs. Donc, il faut arriver à convaincre éventuellement soit des boîtes qui utilisent des catalyseurs de les fabriquer à partir de nos solutions, soit des boîtes qui fabriquent déjà des catalyseurs d'essayer d'utiliser nos solutions dedans. Donc, c'est toute une démarche, si on veut industrialiser ça, qui est vraiment une démarche de longue haleine, parce que derrière, les gens là-dessus, ils veulent des performances. C'est la même chose que pour les piles. Tu veux des performances.